Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 37 avec Gabriel Martin. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations, mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va parler de l'importance d'investir sur soi et dans de nouvelles expériences, un principe qui, selon les scientifiques, impacte durablement et de manière considérable notre épanouissement personnel. J'ai invité une personnalité que vous avez déjà peut-être vue à l'écran. Gabriel Martin a vécu l'une des plus belles expériences de sa vie en intégrant l'aventure Pékin Express. Il va partager son parcours et ses meilleurs souvenirs, nous dire ce qu'il retient de cette expérience. Dans la troisième partie, je retrouve Myriam, notre chroniqueuse, qui a sélectionné l'une des meilleures conférences TED et va nous faire un condensé des idées à retenir et des actions à mettre en place. Enfin, je terminerai cette émission en partageant mes meilleurs conseils pour vous inspirer à votre tour à investir beaucoup plus dans de nouvelles expériences et en faire un véritable projet de vie. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire et à me laisser des avis positifs sur les plateformes d'écoute et je tiens à vous remercier infiniment pour ça. Sachez que je lis absolument tous vos messages et chaque semaine, j'en sélectionne un que je partage avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. C'est vraiment la meilleure manière de faire connaître ce podcast, alors je compte sur vous pour me laisser un avis là tout de suite, maintenant. Prenez seulement 2 minutes et faites-le pour soutenir le travail que je réalise avec toute mon équipe. Cette semaine, c'est Lamine qui nous dit « En voiture, au bureau, le soir, le week-end, un plaisir d'écouter le Manal Show. Les sujets sont bien choisis, bien amenés, bien travaillés, des intervenants de qualité, plus un montage bien réalisé et une bonne qualité audio. Bravo, c'est top !» Merci beaucoup Lamine d'avoir pris le temps d'écrire ce message et merci pour tous ces compliments sur la qualité du podcast, c'est vraiment hyper motivant. Pour faire comme Lamine et me laisser vous aussi un message ou laisser tout simplement un avis sur le podcast, eh bien rendez-vous sur iTunes ou l'application Apple Podcast, laissez-moi 5 étoiles et un petit mot et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine, alors soyez créatifs. Vivre des expériences extraordinaires semble souvent réservé à certaines personnes. Pourtant, il suffit parfois simplement de provoquer les choses et de sortir de sa zone de confort. Des études ont clairement démontré la force des expériences dans notre épanouissement personnel qui provoque un bonheur beaucoup plus durable et plus intense que le simple fait de posséder des objets. C'est une idée que je partage totalement. Moi-même, je préfère investir du temps et de l'argent dans des expériences qui me font grandir en tant que personne et dont je vais garder un souvenir indélébile, et je dirais même que c'est un élément essentiel dans ma volonté de devenir la meilleure version de moi-même. Je me suis intéressée de très près aux études sérieuses qui ont été menées à ce sujet et j'ai découvert le docteur Thomas Gilovich, qui est professeur de psychologie à l'université Cornell. Il a fait des recherches pointues en psychologie sociale et il est arrivé à une conclusion simple. Nous devrions tous dépenser notre argent dans des expériences plutôt que dans l'achat d'objets matériels. Et il évoque 3 principales raisons à cela. On a tendance à se lasser rapidement des nouvelles choses qu'on achète, on n'est jamais satisfait et on en veut toujours plus, et en se focalisant uniquement sur la possession d'objets, eh bien on a tendance à se comparer aux autres. Vous pouvez vraiment aimer ce que vous possédez. Vous pouvez même penser qu'une partie de votre identité est liée à ces choses, mais elle reste séparée de vous, alors que vos expériences, elles, font vraiment partie de vous. En somme,
On s'identifie bien plus à ce que l'on fait qu'à ce que l'on possède. Vivre des expériences nous rendrait donc plus heureux que des objets matériels. C'est ce qu'on appelle des biens expérientiels. Ce sont des biens qui procurent des expériences fortes à ceux qui les vivent, à travers les émotions qu'ils génèrent, les rêves qu'ils évoquent, les symboles qu'ils représentent ou encore les souvenirs qu'ils font remonter. Dans cette catégorie, on peut trouver toutes sortes d'expériences, comme les voyages, les concerts, les représentations de théâtre, les repas au restaurant, etc., etc. Et personnellement, l'une des expériences les plus enrichissantes pour moi, c'est le voyage. Changer d'environnement, de culture, de rythme et de mode de vie, prendre de la distance avec ses propres conditionnements et se remettre en question, apprendre de nouvelles choses et faire de belles rencontres, chaque voyage est une expérience absolument unique que je savoure à 100%. Finalement, ce que nous cherchons tous à vivre intensément, ce sont des expériences humaines qui nous reconnectent aux autres, certes, mais qui nous reconnectent aussi et surtout à nous-mêmes. Et j'irai même encore plus loin. Nous pouvons nous sentir chez nous à différents endroits dans le monde. Dans la ville où nous avons grandi, la ville où nous vivons actuellement, et certainement même dans plein d'autres endroits que nous n'avons pas encore découverts. D'une certaine manière, à travers ce podcast, chaque semaine, je vous invite à vivre une expérience unique par l'écoute, en partageant avec vous mes rencontres et mes échanges tels que je les ai réellement vécus. Et cette fois, j'ai souhaité vous surprendre avec un invité spécial, Gabriel Martin, un jeune homme de 23 ans qui a choisi de vivre une expérience hors du commun, traverser l'Asie en compagnie d'un inconnu et avec seulement 1 euro par jour et par personne. Il va nous parler de son expérience et de tout ce que ça lui a apporté, partager des anecdotes et ses meilleurs souvenirs. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission, alors restez avec moi. À seulement 23 ans, il traverse la Malaisie, les Philippines et le Japon et il fait ce long périple en compagnie d'un inconnu qu'il rencontre sur place et qui est devenu son compagnon de voyage. Il s'est fait connaître du grand public grâce à l'émission Pékin Express, une aventure qu'il rêvait de faire depuis sa plus tendre enfance et il s'est donné les moyens d'aller jusqu'au bout puisqu'il fait partie des grands finalistes de la saison 11. Il dit lui-même avoir réalisé un rêve de gosse et il a marqué les esprits grâce à son humeur toujours positive, ses valeurs qui l'ont guidé tout au long de son parcours et bien sûr son binôme Florian avec qui il a tissé une réelle amitié. Mais au-delà du programme télé, nous allons revenir sur son expérience de son point de vue personnel, découvrir tous les enseignements qu'il en a tirés, aborder la question des réseaux sociaux et la manière dont il gère sa médiatisation, et bien sûr, parler voyages et aventures, avec plein d'anecdotes qu'il va partager avec nous. Il est avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Gabriel Martin, bonjour. Bonjour Manal, merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Gabriel, pourquoi avoir choisi de faire cette aventure ? Cette aventure, vous l'avez dit, c'était un rêve de gamin. J'ai suivi cette aventure pendant des années. J'ai toujours rêvé d'être à la place de ceux qui me faisaient rêver. Et puis il y a un jour où cette aventure elle est revenue, j'ai eu plus de 18 ans, je me suis dit c'est parti, je me lance. Et je vais me lancer avec un défi encore plus grand qui est de partir avec un binôme inconnu, comme vous l'avez dit. Et donc voilà, cette aventure en fait, c'est une aventure pleine de valeurs, pleine de... Il y a le voyage, il y a les rencontres, il y a énormément de choses qui font que c'était une aventure unique et complète et qui me ressemble beaucoup. Et c'est pour ça que je pense que j'ai aimé cette aventure en la regardant en tant que téléspectateur et que je l'ai vraiment adorée en y participant en tant que candidat. C'est quoi ? C'est l'envie de sortir de votre zone de confort ? Oui, en partie. Et puis l'envie de me prouver que j'en étais capable. Parce qu'après tout, quand on regarde les autres... on a beaucoup de préjugés, qu'ils soient positifs ou négatifs, en se disant « Oh là là, il est nul, il aurait pu faire ça ». Ou inversement, qu'il y en a certains candidats d'autres saisons qui m'ont énormément impressionné. Et on se jauge par rapport à eux en tant que téléspectateur. Et moi, j'avais envie de pouvoir me jauger, mais en tant que candidat. Et en plus de vivre des émotions extraordinaires, voilà, savoir est-ce que j'en étais capable, comment j'en étais capable et si j'étais capable de gagner cette aventure. Et c'est vrai que vous avez dit quelque chose d'intéressant, c'est que ça fait des années en fait que vous rêviez de faire Pékin Express. Je crois qu'à la première diffusion, vous aviez environ 14 ans, c'est ça ? Ça doit être ça. La première diffusion doit être 2006. Non, j'avais même 11-12 ans. 11-12 ans. Donc j'ai grandi toute mon adolescence avec, en fait. Et ça fait partie des choses qui ont formé la personne que je suis aujourd'hui, je pense. Il y a plein de choses qui peuvent m'inspirer dans la vie, des livres, des films, des musiques et des émissions. Et il y a quelques émissions comme ça, de voyage, de découverte. Et Pékin Express en est une, clairement, qui a
qui a probablement contribué au fait que je sois passionné par les voyages, par les rencontres et par tout ce genre de choses. Alors que vous avez fait cette aventure avec une personne que vous ne connaissiez pas du tout auparavant, hein, Florian. Alors on pourrait penser au premier abord que c'est quelque chose qui pourrait être un handicap dans l'aventure, mais visiblement pour vous, ça a été une véritable force puisque vous êtes arrivé en finale quand même. On est finaliste de cette saison. C'est vrai que sur le papier, en fait, on ne sait pas sur qui on va tomber. On peut tomber sur n'importe qui, sur quelqu'un dont voilà, les aspirations dans l'aventure ou même les traits de caractère peuvent être à l'opposé des nôtres. Après, je pense quand on s'inscrit pour ce type d'aventure, on a une certaine ouverture d'esprit vers l'autre et d'autant plus quand c'est son binôme, qui fait que quoi qu'il arrive, on va essayer de se débrouiller pour que ça se passe bien. Et avec Florian, ça a été le cas dès le début, mais il y a eu un petit truc en plus, une connivence, je sais pas comment décrire ça, une connivence, une alchimie, vraiment, alchimie, la c'est ça. hein. Une vraie alchimie, et dès les premières secondes, on se regarde, et juste avant d'aller rejoindre les concurrents, il y a 2-3 sourires, 2-3... C'est rien, ça peut paraître rien, mais quand on arrive à l'autre bout du monde du jour au lendemain, puisqu'on est parti du jour au lendemain, on a remplacé une équipe, ce petit sourire, ce petit truc qui fait qu'on va se sentir vraiment bien dans cette aventure. Ouais, c'est important. Et en fait, on s'est basé sur ça tout le long de l'aventure, sur ces premières minutes. Et il y a une vraie complicité qui est née de cette connivence, et de cette complicité est même née une amitié. Donc pour nous, c'est génial. Et créer un binôme comme ça d'inconnus, c'est une idée de la production, où vous étiez inscrit avec quelqu'un, vous, à la base ? Alors moi, je m'étais inscrit seul. Et Florian s'était inscrit avec une ancienne prof à lui. Et en fait, dû à son âge, elle n'a pas pu continuer les étapes de casting. Donc, chaque année, il y a toujours ce fameux binôme inconnu. Et là, c'est tombé sur vous. Et là, c'est tombé sur nous. Nous, comme on a remplacé une équipe, on était moi, j'étais absolument persuadé de ne jamais partir sur cette aventure en étant remplaçant. Pour moi, c'était impossible. Donc c'était une frustration énorme pendant des semaines de me dire que voilà, j'y étais presque. Ah oui, parce que pour rappel, pour les personnes qui n'ont pas peut-être suivi l'histoire, c'est qu'il y avait un binôme qui a dû partir, je crois, parce qu'il y avait une mauvaise nouvelle, quelque chose de dramatique qui s'est passé pour la personne. Donc vous êtes venu pour remplacer ce binôme. Donc à la base, vous n'étiez pas prévu vraiment dans la programmation. On était remplaçants, c'est ça, et on attendait en France avec la perspective de peut-être partir, mais on se faisait pas non plus d'illusions, et on sait que les abandons lors de la première étape, c'est pas légion quand même. C'est quand même incroyable que ce soit tombé sur vous. Hein. C'est quand même assez... il y a une probabilité qu'on aime à se rappeler avec Florian quand on se dit qu'on a perdu en finale, parce que c'est difficile de perdre en finale, mais quand on se rappelle cette probabilité de chance qu'on avait de partir et tout ce qu'on a vécu tout au long de cette aventure, c'est sûr qu'on relativise un petit peu, ouais. Alors, comment vous êtes préparé physiquement et mentalement ? Alors du coup, préparation physique, il n'y en a pas eu. Préparation... Ah, il n'y a pas eu de préparation physique ? Pourtant, c'est très physique, Pékin. Et ouais, mais nous, on était tellement sûrs de ne pas partir, je me suis dit, je ne vais pas m'embêter à me préparer physiquement, bon, tant pis. Hein. Et puis mentalement, en fait, on a vécu chaque journée de la compétition à fond. Et je pense que le conditionnement, il est là. C'est que chaque jour, déjà, on n'envisageait pas de partir, mais surtout, en fait, on ne pensait même pas au fait qu'on puisse partir. On avait juste envie de profiter de chaque jour et de se dire que voilà, c'était une aventure unique. Et vraiment, chaque jour, moi, je me réveillais avec le sourire. On se réveillait en se disant que voilà, on est en train de vivre quelque chose de très fort, quelque chose qui va probablement nous marquer à vie, et c'est le cas. Et c'est le cas, oui. Et donc voilà, chaque matin, on avait cette motivation, état d'esprit super positif. Toujours, et tout au long de l'aventure, et pour moi, c'était hyper important, et Florian a pu craquer 2-3 fois au fur et à mesure de l'aventure, et pour moi, c'était très important de rester positif pour lui, et même de lui redonner cette petite étincelle positive, de lui dire, voilà, ok, on vient de prendre telle règle dans la figure, mais... on s'en fiche, on est là, on a encore des chances de se rattraper et on va le faire, quoi. C'est vrai qu'on a senti en vous cette positive attitude. Ça vous vient d'où cet état d'esprit ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dans la vie de tous les jours ? C'est quelque chose que j'ai dans la vie de tous les jours, ouais. C'est un optimisme à toute épreuve, on va dire. Et d'autant plus quand ce sont des choses qui me tiennent à cœur. Moi, encore une fois, c'est un rêve que je voulais vivre. Et moi, vivre un rêve, j'ai envie de le vivre à fond jusqu'au bout. Et j'en ai rêvé, on a tous plein de rêves, il y a tous plein de choses dont on a rêvé, et je pense que quand on réalise un rêve, on a envie de le vivre à fond, on n'a pas envie de se dire, c'est vrai que j'ai un sac de riz de 10 kilos à porter, c'est compliqué, etc. C'est pas grave, j'en ai eu envie à un moment, donc je peux même pas parler d'abandon, je peux pas parler du fait que ce soit difficile, c'est juste trop cool d'être là, il y a des milliers de gens qui rêveraient d'être à notre place. Moi, j'en ai rêvé pendant des années. J'ai pas le droit juste de ne pas être hyper positif en permanence, même quand c'est difficile. Vous arrivez en fait à relativiser dans les situations les plus compliquées. Oui, je relativise énormément et en fait, j'essaie toujours d'avoir un petit coup d'avance sur le fait que...
en fait, une fois qu'on touche le fond, on va forcément remonter derrière. Donc, quand on est au milieu des rizières avec 25 kilos sur le dos, qu'on est en sueur, que c'est hyper difficile, je sais qu'une demi-heure après, ce sera terminé et qu'on sera sûrement dans une voiture en train de rouler vers la ligne d'arrivée. Donc voilà, il faut un petit peu relativiser. Il y a parfois quelques moments difficiles à passer, c'est sûr, mais ils sont forcément passagers. Et c'est vrai que finalement, pour atteindre nos objectifs, eh bien, il faut être prêt à faire des choses difficiles. Vous l'avez fait. C'était quoi la chose la plus difficile à surmonter pour vous ? Je pense que ce qui a été le plus compliqué, c'est l'entrée en course pour nous. C'est les premiers jours de course. On est arrivé après tout le monde et c'est vrai qu'il y avait pas mal de règles qui ont fait que notre place a été très mise en danger. Les autres équipes, forcément, ont pensé qu'on était plus facile à éliminer puisqu'on était les nouveaux, on ne se connaissait pas. Donc forcément, on partait avec un handicap énorme. Et arriver au bout de 3 jours de course et participer au duel final. Pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, le duel final, c'est un peu la course de la dernière chance. C'est 1 contre 1, une équipe contre une équipe. Et celle qui perd le duel final est éliminée. Et on a participé au duel final dès notre première étape. Et c'est une pression immense. Et pour moi, je pense que ça a été ce moment-là le plus compliqué. Parce que je réalisais un rêve en participant à Pékin Express. Et j'ai failli, au bout de 3 jours, rentrer chez moi en France. Et en fait, avoir un rêve complètement avorté, et ça m'aurait très probablement beaucoup peiné. Et c'était quoi, selon vous, votre force ? Qu'est-ce qui a fait la différence avec les autres ? Je pense que la complicité avec Florian et Ouais. ma capacité probablement à réussir à le rebooster quand il en avait besoin ont fait qu'on a pu aller très loin dans cette aventure. Voilà, cet éternel optimisme, cette envie de manger l'aventure à pleines dents et juste de profiter du moment présent. Je pense que ça a été notre force. Et c'est le cas pendant la course, mais c'est aussi le cas en dehors de la course, lorsqu'on est chez l'habitant. Et Florian a su aussi me tirer vers le haut de ce point de vue-là, et qu'on puisse vraiment vivre chaque moment intensément. C'est ce que je dis à chaque fois, en fait, c'est que le plus important, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit. C'est pas forcément le fait d'avoir plus de force, d'être plus grand, d'être, je sais pas, plus musclé, d'être plus sportif. Du tout. Finalement, tout se passe dans la tête. Tout se passe, à mon sens, tout se passe dans la tête. C'est déjà le cas dans la vie de tous les jours, pour quasiment tout. Et c'est encore plus le cas dans une aventure comme Pékin Express, évidemment, qu'il y a des épreuves physiques, évidemment, qu'on part avec un avantage quand on est ancien pompier et qu'on fait 1m90. Mais malgré tout, on peut très bien s'en tirer lorsqu'on fait aussi 1m65 et qu'on n'a pas forcément des capacités physiques développées. Donc non, l'aspect physique, à mon sens, c'est 5% de Pékin Express. 95%, c'est la capacité à profiter du moment, la capacité à relativiser les événements et à se mettre à fond dans l'aventure. Ouais. Du coup, ça vous a donné une certaine force aussi pour affronter les épreuves de la vie ? En fait, je pense que j'avais déjà cette force avant, mais ça me l'a prouvé définitivement. C'est-à-dire que ça m'a montré que voilà, même dans des conditions très difficiles, on peut avoir l'impression d'avoir certaines capacités, quelques forces mentales dans la vie de tous les jours. Mais dans la vie de tous les jours, on n'est pas forcément confronté à des épreuves très compliquées Bien sûr. on se remet en cause en permanence. Dans Pékin Express, c'est le cas. Et ça m'a permis de me prouver tout ça. Et c'est sûr que ça donne encore plus de force pour la vie à venir, c'est clair. Vous sentez que vous avez gagné confiance en vous ? J'ai gagné confiance en moi, j'ai gagné beaucoup de maturité, surtout grâce à cette aventure. Ça m'a vraiment encore fait grandir un petit peu plus. Mes études me l'ont permis. Et je pense que c'est le dernier pied définitif dans la vie adulte. Voilà, ce passage de l'adolescence à la vie adulte qui se matérialise définitivement. C'était l'étape qu'il vous fallait en fait pour déclencher ce passage, comme vous dites, à la vie adulte. J'y suis pas allé pour ça, mais je crois que c'est une des choses que je retire de cette aventure. Donc finalement, le fait de se mettre en danger, c'est quelque chose de positif. Au contraire, il faut se mettre en danger pour essayer de se connaître un peu mieux et de développer sa confiance et son estime de soi. Parce que le fait de rester toujours dans sa petite zone de confort, finalement, ça ne nous apporte rien de positif. Je pense qu'on retient que ce qui est extraordinaire, tout ce qui sort de l'ordinaire. Et au-delà même de tout ce que ça peut nous apporter d'un point de vue personnel, je pense qu'en termes d'épanouissement personnel, les moments forts qu'on retiendra lors des derniers instants de notre vie, et ce sont ces moments qui sont uniques et qui ne font pas partie du quotidien, métro, boulot, dodo. Ouais. Et je crois que c'est très important. Vivre des expériences. Vivre des expériences. Et moi, j'ai envie de focaliser toute ma vie sur ça. J'en avais déjà envie avant Pékin Express, j'en ai encore plus envie maintenant. J'ai lu énormément de livres de voyageurs, d'aventuriers autour du monde. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus ancré en moi. Et vivre des expériences, oui, c'est vraiment le mot. Il faut profiter de la vie, mais dans le sens positif du terme. Et justement, dans toutes les rencontres que vous avez faites, est-ce qu'il y en a une en particulier qui vous a marqué et pourquoi ?
Il y a beaucoup, beaucoup de rencontres qui nous ont marqués pour des raisons toujours très différentes. Moi, je pense que la première soirée restera quand même unique, c'est-à-dire que on est déposé au milieu de nulle part à Bornéo, on vient de traverser un ferry, il pleut, on est complètement trempé, on est au milieu de nulle part, on marche pendant 3 quarts d'heure, il n'y a pas une maison aux alentours, mais pas une maison. Et au moment où la course s'arrête, donc on est censé s'arrêter, donc si jamais il n'y a pas de maison, on Vous dort dormez dehors, dehors? Ouais. c'est la règle. Ouais. Et au moment où la course s'arrête, mais vraiment littéralement, quasiment à la seconde près, il y a une maison sur le bord de la route. Il n'y a que cette maison. Et c'est-à-dire que si les personnes à l'intérieur nous disent non, on dort dehors. Et c'est notre problème. Et donc on va frapper chez ces gens et ils ne parlent pas un mot d'anglais, donc la communication est impossible. Alors on a un petit papier qui décrit dans la langue locale ce qu'on fait et le fait qu'on aimerait dormir chez eux de manière gracieuse. Et le monsieur accepte. Et même s'il accepte, on voit qu'on est gêné avec Florian de rentrer, qu'il y a Bah, cette surtout que c'est la espèce de... première fois, en C'est fait, la hein. première fois, on n'a Mm. pas l'habitude dans le monde occidental dans lequel on vit d'aller frapper chez Exactement. des gens, demander le Mm. gîte et le couvert comme ça à 17h. Enfin, c'est complètement improbable. Et donc ils acceptent, on rentre et au fur et à mesure de la soirée, l'atmosphère se détend. Vous vous Et rappelez du nom de cette personne? je me souviens pas du nom de cette personne. Ils étaient très nombreux. Il y avait dans la pièce beaucoup de gens. Mais je me souviens surtout qu'on a passé une partie de la soirée. Florian, il a eu la bonne idée d'amener un jeu de cartes. Et on leur a appris la bataille qu'ils ne connaissaient pas. Et on a joué une demi-heure, 1 heure avec eux. Et puis au bout d'un moment, nous, on était fatigués. Et ils ont continué à jouer, mais une partie de la nuit à la bataille. Et en fait, de ce moment où on était gênés de rentrer dans cette maison et où il y a une gêne un petit peu mutuelle, peut-être même deux, de leur part, on s'est retrouvés à créer un lien et de par le jeu. Et ouais, c'est un moment assez Assez fort. unique, ouais. Surtout Ouais, que c'était la j'imagine. première fois, donc Mm, mm. voilà. Mais il y a des soirées qui nous ont marqués. Il y en a quasiment toutes les soirées nous ont marqués en fait. C'est vrai que chaque soir, vous deviez trouver un habitant pour vous héberger et vous donner aussi à manger, hein, parce que j'imagine que vous aviez très faim. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu un expert dans la manière de convaincre et de persuader? Parce qu'il faut quand même une sacrée dose de persuasion, quand même, non? Il faut une sacrée dose de persuasion. Avec Florian, je crois qu'on est toujours un petit peu gêné, même sur la fin de la course, mais même pour demander une voiture, parce que ce sont des gens qui prennent du temps pour nous, qui ont une vie, qui ont un quotidien, et qui d'un seul coup vont chambouler leur quotidien en une seconde pour nous faire plaisir, et simplement pour un jeu. Et malgré tout, même si on s'y habitue au fur et à mesure de la course, ça reste jamais évident. Et au moment d'aller frapper chez l'habitant, nous, on n'était vraiment pas à l'aise avec Florian parce que voilà, on s'imagine que ces gens ont une vie et c'est difficile de Mais se vous le dire. faites quand même. Et on le fait quand même parce qu'on n'a pas le choix et ça nous pousse à aller vers les autres et en fait ça nous pousse à créer cette interaction sociale dont on s'enrichit. Donc pour nous, même si c'est quelque chose qui n'est pas évident, en fait, on n'en tire que du positif et je pense que même les gens qui nous ont accueillis ont passé une soirée sympathique en notre compagnie Ouais, et le retiennent j'imagine. aussi, j'imagine. Alors comment ça fonctionne? Est-ce qu'il faut utiliser plutôt l'empathie, la bienveillance? Est-ce que ça fonctionne partout dans le monde entier? Ça fonctionne pas partout de la même manière. Ça peut paraître cliché, mais c'est vrai que ceux qui en ont le moins ont tendance à en donner le plus. Ouais. On entend souvent cette phrase, et c'est vrai que là où c'était le plus compliqué, c'est au Japon, Oui. dans les grandes villes. Moi, après, je pense que c'est aussi le fait que c'était dans les grandes villes, mais c'est vrai qu'au Japon, Puis la culture est différente là-bas quand et même, la hein. culture en plus est très différente. Alors qu'à Bornéo et aux Philippines, je pense que globalement, on n'a jamais tapé à plus de 10 portes sans qu'on nous ouvre les portes de la maison. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Je pense que ce sont des gens qui ont l'habitude de vivre en communauté, qui ont l'habitude de partager le peu qu'ils ont. Souvent, on a dormi dans des villages et c'est vrai qu'il y a un esprit de village qu'on ne connaît plus, nous, en Occident. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aussi souvent sous le même toit. C'est ça, il y a énormément de personnes sous le même toit. Il y a vraiment un aspect famille et communauté qui est très très important. Et je pense que la religion d'ailleurs n'y est pas pour rien, hein. Par exemple, le christianisme aux Philippines fait que on a tendance à ouvrir plus notre cœur aux autres. Et du coup, j'imagine que cet aspect culturel de leur vie quotidienne fait que c'est moins difficile pour eux d'ouvrir leurs portes. Je pense que c'est plus compliqué en France d'aller frapper chez quelqu'un. On a tendance à avoir notre soirée prédéfinie devant l'ordinateur, le téléphone portable, la télévision, j'en sais rien, et ça peut être plus compliqué parfois.
Ouais, c'est vrai. Et finalement, la pauvreté matérielle, ça, c'est une chose, mais on voit une grande richesse d'esprit de la part de ces gens-là. Donc finalement, c'est pas un cliché, hein, c'est vraiment la réalité. C'est pas un cliché, c'est la réalité. Et puis je pense qu'il y a l'aspect technologique et rendre en compte. Il n'y a pas de télévision souvent. Il y a pas beaucoup les réseaux sociaux, Il y je a crois. peu de réseaux sociaux. Alors il y a quand même de plus en plus de téléphones portables. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont sauté l'étape ordinateur. Espérons qu'ils ne vont pas, perdre ça C'est ça. alors. Et en fait, c'est ça. C'est qu'il y a quand même quelques soirées où nous, ça nous a marqué parce qu'on part sans téléphone portable, sans rien. Et c'est vrai qu'à 2-3 soirées, on voyait les adolescents, les adultes sur leur téléphone portable ou la télévision au milieu du salon. Et moi, je pense à cette première soirée à Bornéo. Ils jouent pendant que les adolescents adultes jouent aux cartes. Il y a les enfants qui sont devant la télévision et qui la regardent même une partie de la nuit. Nous, on n'a pas pu dormir une partie de la nuit à cause de la télévision qui est dans la salle commune. Ah oui, quand même, hein. Et, Mmh. et voilà, et c'est un lien social qui peut-être est voué à diminuer au fur et à mesure des années. Malheureusement, ouais. C'est quelque chose qui vous a marqué, ça vous a remis un petit peu en question? Et c'est quelque chose qui m'a marqué et qui m'a remis en question, oui, oui. C'est-à-dire que dans notre quotidien, on est quand même très attaché à nos écrans, et ça coupe un petit peu le lien social qu'il peut y avoir. Et moi, ça m'a... Déjà, j'en avais conscience, mais ça m'a fait prendre encore un petit peu plus conscience de ça et à passer des soirées sans téléphone, à ne pas passer les soirées devant la télé, ça c'est sûr. D'ailleurs, petit aparté, mais je crois que vous n'aviez pas de téléphone, hein, sur vous, hein? Non, non, c'est ça, on n'a pas de téléphone pendant Ouais. toute l'aventure. Donc digital détox. Complètement. Et Ça fait du c'est bien. très agréable. Et on vit encore plus le moment présent. Et non seulement on s'en est rendu compte de par l'utilisation qu'ont nos hôtes des écrans, mais même par rapport à notre utilisation à nous. C'est-à-dire que pendant un mois, on n'a pas eu d'écran, pas de télévision, rien, rien, rien. Et c'est surtout en fait un énorme miroir de ce qu'on vit nous et de la manière dont on a eu cette transition et de la manière dont on vit aujourd'hui. Et c'est un vrai questionnement sur la manière dont on vit et notre dépendance vis-à-vis notamment des écrans, c'est clair. Bon, en tout cas, vous avez eu la chance d'être hébergé par de nombreuses personnes, de manière très généreuse, vraiment. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous feriez ici? Est-ce que vous accepteriez d'héberger quelqu'un, un inconnu? Mais c'est très drôle parce que quelques jours avant de partir, alors c'est arrivé à Florian, mais je pense que ça aurait très bien pu m'arriver à moi. Il y a des étudiants qui faisaient participer à une version étudiante Pékin Express et qui ont demandé à Florian de dormir chez lui. Et il les a accueillis dans son appartement près de Remiremont, dans les Vosges. Et donc, je pense que la réponse est oui. Lui, il a déjà fait l'expérimentation, en fait, avant même Ouais, d'y avant aller. même d'y aller, d'une manière un petit peu symbolique presque. Et donc non, je pense que c'est tout à fait possible. C'est possible, ouais, bien sûr. Donc l'accueil que vous avez eu était bien mérité. L'accueil qu'on a eu était, je ne sais pas s'il était mérité, mais en tout cas, on essaiera de rendre l'appareil si c'est possible, c'est clair. Et en parlant toujours d'accueil, dans quel pays vous êtes senti le mieux accueilli, justement? Alors c'est très particulier parce que cette année, il y a eu 3 pays qui ont des cultures quand même très très différentes. Bornéo, c'est quand même à tendance plutôt musulmane. En Malaisie, c'est ça? Ouais. Mhm. En Malaisie. Les Philippines, c'est quand même très très chrétien. Et le Japon, c'est bouddhiste, shintoïste, Et du coup, etc. c'est intéressant. Et du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a des cultures qui sont fondamentalement opposées presque les unes aux autres. Enfin, moi, il y a une nuit à Vigan, aux Philippines, où c'est un monsieur un peu âgé qui nous accueille avec sa maman qui est handicapée, qui est dans un lit, qui ne peut pas bouger. Et il vit tout seul avec sa mère, il s'occupe d'elle. Et il n'a plus de gaz, donc il ne peut pas nous faire à manger. Et donc, il nous donne simplement du pain de mie, un peu de beurre et des parts du gâteau d'anniversaire de sa mère qui a eu lieu il y a une semaine. Donc, c'est pas super bon. Et on sent que le monsieur est très gêné de ne pas pouvoir faire autrement, alors qu'en fait, il nous offre déjà le gîte et le couvert, aussi humble ce soit. Et il est gêné, il est hyper gêné. Et je crois que c'est commun en fait à tous les accueils qu'on a pu recevoir, c'est-à-dire que les gens ont voulu absolument mettre les petits plats dans les grands, Ouais. nous montrer qu'ils sont hyper capables de touchant, en tout s'accueillir. cas. C'est hyper touchant et c'est vrai que ce monsieur nous a beaucoup marqué parce qu'il s'est donné, enfin il a donné tout ce qu'il a pu faire. Il nous a même proposé de nous inviter au restaurant en échange de ne pas pouvoir nous faire à manger. Et le fait qu'il y ait des caméras avec vous, est-ce que ça change pas quelque chose? Est-ce que ça fausse pas les relations que vous pouvez avoir avec les autres? Alors, on s'est un peu posé la question, je pense surtout avant de partir. Et en fait, les caméras, elles partent à un moment, elles ne dorment pas avec nous. Hein, donc c'est-à-dire, généralement après le repas, plus ou moins. Et en fait, il y a des soirées qu'on passe directement, il y a une grande partie de la soirée qu'on passe sans les caméras. Alors, parfois, on va se coucher, enfin, la famille va se coucher, donc on va se coucher aussi. Et parfois, en fait, il y a des situations qu'on ne voit pas et qui sont encore plus géniales. Moi, je repense
à Bornéo, on était dans un village à Longdungan après avoir fait du canot. Enfin, en fait, c'est inaccessible en voiture. Donc, on est arrivé en pirogue. Et, euh, et puis, voilà, on mange avec la dame. Il se passe rien de spécifique. Une fois que la caméra s'en va, elle nous dit venez, on va aller dans la maison d'à côté. Il y a toute ma famille qui est là. Et on se retrouve dans une longhouse avec les nièces, les cousines, etc. Il y a une 10-12 personnes avec que des femmes et des enfants. Et ils nous font déguster leurs spécialités locales, du riz cuit dans du bambou, des desserts. Ils me revêtissent leur costume traditionnel en jouant de la musique spécifiquement pour nous. Et ça, ils le font pas pour la caméra. Et cette dame, pour l'anecdote, le lendemain matin, on a participé à une épreuve d'immunité dans son village. Et à la fin, en dehors des caméras, elle est venue nous apporter un petit collier qu'elle avait fabriqué elle-même. Et qu'on a toujours en souvenir, évidemment. Ouais, c'est vraiment des moments exceptionnels. Et ce sont des moments hyper marquants, ouais. Alors, la règle de Pékin Express, c'est d'avoir 1 euro par jour pour subvenir à ses besoins. Alors, concrètement, moi, déjà, je me posais une question. Est-ce que vous avez déjà vraiment que 1 euro par jour? Et comment on fait pour vivre avec 1 euro? Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 1 euro? Alors, on a 1 euro par jour et par personne. Ça fait Et quand par même personne. 2 euros Ça fait par 2 jour. euros, c'est vrai. Donc 6 euros par étape. Bon, c'est pas Byzance non plus. Mais alors concrètement, en fait, on n'achète rien parce que les gens nous offrent tout ce dont on a besoin. Donc du coup, on mange jamais le midi. Et en fait, on mange tellement bien le soir. Et parfois même, on nous donne des gâteaux à transporter pour les étapes suivantes. Enfin, Donc en plus, on vous met un petit doggy bag. ouais. C'est assez improbable. Aux Philippines, il y a une famille qui nous a emmenés, une fois que les caméras étaient parties, encore une fois, nous a amenés en sidecar dans le centre du village. Et je dis ça, je vais me faire taper par la production parce que normalement, on n'a pas le droit. C'est un peu interdit. C'est bon, c'est fait. C'est bon, c'est fait, c'est pas grave. Et donc, ils nous ont amenés dans l'épicerie du coin et qui nous ont dit voilà, achetez votre petit-déj, c'est vous qui faites votre petit-déj et puis vous prendrez ce qui reste. Vraiment trop sympa. Et c'est vraiment trop sympa, quoi. C'est assez improbable. Donc, nous, on a acheté une seule fois, en fait, des gâteaux parce qu'on venait de dormir en tente et on n'avait pas mangé depuis 24 heures, mais vraiment pas mangé du tout. Donc, on s'est arrêté, on a fait des stocks pour les étapes d'après. Et sinon, en fait, on a ramené beaucoup, beaucoup d'argent. Moi, j'ai une vingtaine d'euros, peut-être une dizaine d'euros chez moi en monnaie malaisienne, philippine et japonaise. Et quel est votre meilleur moment si vous deviez en retenir un seul? Il y en a plein. Moi, il y a une image, on a reçu quelques photos de l'aventure. Moi, il y a une image que je trouve absolument marquante, c'est ce fameux village à Bornéo où la dame... C'est vrai que vous parlez souvent de Bornéo depuis le début de l'entretien. Bornéo, ouais, c'est vraiment une terre d'aventure. En fait, j'avais aucun a priori sur Bornéo, alors que j'en avais peut-être plus sur les Philippines et le Japon. Et on s'est laissé beaucoup plus surprendre, à mon avis. Et puis en plus, c'était le début de la course, donc on avait plus de temps. C'était nos premières rencontres. Il y a vraiment beaucoup de choses qui nous ont marqués. Et je pense que cette épreuve d'immunité où il y a tout le village qui nous regarde, qui nous encourage, avec toutes les couleurs, les petites banderoles de couleurs, les petites guirlandes à accrocher, et les montagnes en fond, avec la rivière qui coule. Enfin, on est au milieu de nulle part. On n'y retournera probablement très jamais. Et on remporte cette épreuve d'immunité... alors qu'on se connaît à peine avec Florian. Et en fait, pour moi, il y a tout dans cette journée-là. Il y a la rencontre, il y a le cadre qui est exceptionnel, il y a la victoire, l'aspect compétition, il y a absolument tout. Et pour moi, c'est un moment assez unique. Et le pire moment? Le pire moment, c'est les dernières minutes. La ligne d'arrivée à Tokyo, où on voit Didier et Christina vainqueurs au bout de cette dernière ligne droite, avec une magnifique vue sur la baie de Tokyo. Et on aurait aimé pouvoir la savourer autrement, cette dernière ligne droite. Parlons-en justement, c'est un petit peu injuste cette histoire, non? C'est le jeu. C'est le jeu. Chacun agit de la manière dont il entend. Enfin, voilà, nous, on n'aurait pas... c'est injuste, c'est pas injuste, c'est le jeu. Bon, pour les gens qui n'ont pas vu Pékin Express et qui nous entendent parler d'injustice, est-ce que vous pouvez expliquer rapidement ce qui s'est passé? Concrètement, pour gagner Pékin Express, il y a un sprint final de nuit dans les rues de Tokyo qui dure 4-5 heures. Et au niveau de la dernière voiture, on voit Didier et Christina qui sont arrivés. Et Didier nous induit délibérément ou pas en erreur, en nous faisant croire qu'ils sont encore en train de chercher l'adresse de la ligne d'arrivée alors qu'ils l'ont déjà. Et il nous transporte sur une centaine, 200, 300 mètres plus loin, de manière à nous éloigner du lieu où on est censé récupérer le lieu de la ligne d'arrivée. Et on s'en rend compte au moment où il trouve la voiture pour les amener à la ligne d'arrivée.
Autrement dit, le temps qu'on fasse demi-tour et qu'on aille récupérer l'adresse de la ligne d'arrivée, on sait qu'à ce moment-là, moi je sais à ce moment-là qu'on a déjà perdu. Vous leur en avez voulu pour ça? J'en veux pas à eux personnellement, mais je trouve que l'acte est dommage. Après, voilà, il est autorisé par le règlement, c'est un fait. Après, il y a la notion de fair play qui rentre en jeu. Moi, je pense qu'on l'aurait jamais fait avec Florian. D'ailleurs, ça nous a même pas traversé l'esprit. Ça nous a même pas traversé l'esprit que eux puissent le faire, puisqu'on les suit bêtement. C'est regrettable. C'est regrettable parce que ils auraient probablement gagné sans ça. On le saura jamais, mais On le saura jamais, c'est vrai. on le saura jamais. Et c'est aussi ça qui me C'est le rend point triste. d'interrogation en fait. J'aurais préféré que ça se passe de manière plus réglo. Bon, ceci dit, tous les candidats étaient plutôt fair-play pendant Ouais. l'émission, durant cette saison en tout cas. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment ressenti. Oui, il y avait vraiment. Je pense que personne n'a eu envie de tirer dans les pieds des autres. Et c'est aussi ça, Pékin Express, à mon sens. Et c'est hyper agréable d'avoir une compétition qui est saine. Ça ne veut pas dire qu'on se faisait des cadeaux les uns aux autres, même s'il y a pu en avoir. Mais ça voulait dire simplement qu'on évitait les stratégies, les coups bas. Et voilà, on essaie d'avoir une compétition saine, fair play, et que ce soit le meilleur qui gagne. En tout cas, moi, il y a une citation que j'aime beaucoup qui dit que le voyage est la seule chose qu'on achète et qui nous rend plus riches. Et je trouve que c'est une très belle citation qui définit parfaitement bien en fait la passion qu'on peut avoir pour le voyage. Et j'aimerais savoir justement, vous, de quelle manière vous vous sentez plus riche aujourd'hui grâce à cette aventure. Moi, j'aime beaucoup cette citation aussi, du coup. Vous la connaissiez? Je la connaissais, ouais. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup cette citation et on est plus riche, on grandit. En fait, on est plus riche des rencontres qu'on a faites, des rencontres qu'on peut garder. On est plus riche personnellement, on grandit. Moi, j'ai grandi grâce à cette aventure et grâce à toutes celles qui m'attendent, j'espère. Et puis, on grandit aussi en termes de souvenirs. On se forge une vie, et des souvenirs à vie. En fait, c'est un enrichissement qui est autant personnel que pour les autres. C'est la meilleure des écoles, en fait, le voyage. En tout cas, merci beaucoup Gabriel d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce Merci. n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Il n'y a aucun piège. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin? Boire un sirop de grenadine. Quelle est la personne que vous admirez le plus? Stéphane Rothenberg. Quel est le dernier livre que vous avez lu? Je suis en train de le lire, c'est Sylvain Tesson qui raconte son voyage sur les traces des évadés du Goulag. Quelle est votre plus grande peur? Mourir. Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? Être finaliste de Pékin Express. Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant? Du soutien de mes parents. Quelle application utilisez-vous le plus? Messenger. Quel livre offririez-vous en premier? Un livre de voyage, donc je pense Le Monde en stop de Ludovic Hubler. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer? Le canal de l'Ourcq, juste à l'est de Paris. Quel est votre film ou documentaire préféré? Je vais dire une émission Rendez-vous en terre inconnue. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser? Le sirop de grenadine le matin. Si vous disposiez de 100 € et pas 1 euro de plus, dans quoi les investiriez-vous? Un billet d'avion. Quelle tâche avez-vous tendance à remettre toujours au lendemain? Le ménage. Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite? Un aventurier, on va dire Mike Horn. Quel a été le moment le plus marquant de votre vie? Le jour où j'ai réussi les concours d'HEC. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné? Crois en tes rêves. Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous? Vasco de Gama. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité? Mon optimisme. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut? Je suis râleur. Quelle musique vous rend joyeux? En ce moment? Oui. Avicii, What I Will Change It To. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir? Je lis. Merci beaucoup Gabriel Martin d'avoir répondu à toutes mes questions. Alors Gabriel, j'aimerais juste revenir sur un aspect de votre parcours. Vous m'avez dit avoir fait une école de commerce, HEC. C'était pour faire quoi au départ? C'est quoi le projet?
Je suis pas sûr qu'il y avait vraiment un projet derrière. L'idée, c'était de me donner les moyens de ma réussite et de permettre justement derrière de vivre mes rêves. Ça m'assure un diplôme, ça m'assure probablement un travail dans plein de domaines qui me plaisent pas énormément, mais ça me permet d'assurer éventuellement mes arrières pour pouvoir vivre mes rêves à fond et me lancer dans l'inconnu. Et vous avez appris quoi concrètement? À HEC? Oui. Bonne question. Merci beaucoup Gabriel Martin d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé toutes ces anecdotes. Alors pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus et éventuellement échanger en direct avec vous, où peut-on vous retrouver ? Sur Instagram, Gabriel Pékin Express, j'ai partagé beaucoup de photos sur l'aventure Pékin Express. Je vais continuer à en partager, mais autour de mes voyages, et je réponds à tous les messages. Très bien, donc je partagerai également la référence, la page de votre Instagram sur notre site, lemanalshow.com. Merci encore Gabriel, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup Manal pour l'invitation. Salut Myriam. Salut Manal. Comment ça va aujourd'hui ? Super bien. Alors Myriam, toi, chaque semaine, tu décryptes une vidéo pour en tirer de précieux enseignements qu'on va tous pouvoir appliquer. De quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, on va parler de changement de carrière avec Laura Bernam Fortang, coach et auteur. Alors, pour commencer, on va tous partir d'un constat très clair. On connaît tous quelqu'un autour de nous qui aimerait 1000 fois mieux faire autre chose que le job qu'il fait actuellement. Et en France, c'est le cas de 2 Français sur 3 qui souhaitent vraiment changer de travail. Et Manal, j'aimerais commencer cette chronique en te posant une question. Vas-y. Comment toi, est-ce que tu as fait pour trouver le job de tes rêves ? Ah, excellente question. Ça pourrait faire l'objet d'un épisode complet, ça. Ça devrait. C'est pas si facile que ça de trouver le job de ses rêves. Alors déjà, moi, j'aime pas trop le terme job, travail. Bon, vous savez quoi, je vais juste vous emmener là où je vous emmène tout le temps. Demandez-vous pourquoi vous faites les choses, quelles sont vos motivations, quelles sont vos aspirations, pourquoi vous vous levez chaque matin. Et voilà, je pense que comme ça, on peut avoir des clés pour se dire, ok, ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire tous les jours. Eh bien, tu sais quoi, on a un peu l'impression que tu as discuté avec notre coach du jour. J'aurais bien aimé. Parce que la méthode de Laura Bernam Fortang est un peu similaire à la tienne. En gros, ce que nous invite à faire la coach, c'est à ne pas regarder forcément notre CV ni nos qualifications, car ce que l'on ne sait faire n'est pas forcément ce que l'on est destiné à faire. Et pour nous le prouver, elle a une théorie assez particulière, une théorie à base de blanc et de jaune d'œuf. Est-ce que ça te dit quelque chose, Manal ? Alors là, rien du tout, non. À part une omelette, non. Eh bien, dis-toi, voilà, un peu comme tout le monde, on le sait tous, que dans l'œuf, il y a 2 parties importantes, le blanc et le jaune. Alors, pour Laura Bernam Fortang, le blanc, c'est justement tout ce qui revêt, tout ce qui a trait à vos compétences, à vos qualifications, tout ce qui, au final, constitue votre identité professionnelle, voire sociable, et qui parfois, parfois, il est un peu difficile de s'en défaire. Et il y a le jaune d'œuf, qui, en gros, vous permet... qui est en gros le centre de vos aspirations et de vos talents inexploités. Et c'est en faisant appel à ce jaune d'œuf que vous parviendrez à trouver la voie qui compte pour vous. Parce que dans le travail, ce qui compte, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous devenez grâce à ce que vous faites, à votre travail, en somme. Je suis totalement d'accord avec cet état d'esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle nous propose, qu'est-ce qu'elle nous conseille pour sauter le pas, justement ? Eh bien, pour sauter le pas, justement, elle nous conseille de briser la coquille d'œuf, de laisser tomber, en gros, notre blanc d'œuf et de se concentrer sur ce qui fait notre richesse, nos talents inexploités. Alors, c'est vrai qu'on se dit que parfois, certaines personnes ont du mal à trouver leur objectif parce qu'elles ne se sont jamais vraiment posé la question de ce qu'elles aiment faire. Mais ce n'est pas tant parce qu'elles n'ont pas de rêve, c'est surtout parce qu'elles n'osent pas se confronter à ce qui les intéresse réellement, à ce qui les passionne réellement. Et c'est dans ces conditions-là que le jaune d'œuf est important. Il faut prendre le risque de sauter le pas et de vraiment se connaître. Vous avez toujours rêvé de devenir acteur ou de doubler des voix off type Disney ou Dallas. Et bah, sautez le pas. Dallas, oui, c'est un peu vieux, mais bon, c'est l'univers cute. impitoyable, je sais pas, mais Disney, moi j'aimerais bien, franchement. Et bien Disney, moi aussi, j'adorerais. Je lance un appel voilà, pour le prochain Disney. Donc s'il y a des talents cachés qui nous écoutent, allez-y, foncez. En gros, l'idée, c'est de vraiment se dire que ce qui importe, ce n'est pas d'avoir un bon salaire, ce n'est pas forcément de penser à ce qui peut nous rendre prestigieux des autres, mais de vraiment se faire ce qui est en accord avec nous. Alors, le plus important pour combiner travail et bonheur, c'est aussi de chercher à mieux se connaître. Prenez le temps de vous sonder, d'analyser vos motivations et vos expériences passées. Vous avez toujours rêvé de devenir comédien,
de doubler des voix off de personnages Disney? Ne refoulez pas vos désirs et foncez. Dites-vous que votre CV n'est qu'une partie de l'équation et ne révèle pas nécessairement tous vos talents ou aspirations. Le secret de votre harmonie est initié au plus profond de vous, dans votre passé, votre parcours et votre histoire, ce qui vous rend authentique. Alors brisez la coquille et devenez ce que vous avez toujours voulu être. Bah écoute, c'est une très belle façon de finir cette chronique, mais ce que j'ai compris quand même, c'est qu'on nous compare à un œuf. C'est bien ça. Donc en gros, on est un œuf avec une coquille, du blanc et du jaune. Oui, mais de jolis œufs. Des jolis œufs, des œufs mignons. Des œufs mignons. Et donc le jaune, c'est nos rêves, nos aspirations. Tout à fait, le meilleur de vous-même. Le meilleur de nous-mêmes. Bah écoute, c'est très intéressant. Moi, ça me donne envie d'aller voir la vidéo. Est-ce que tu peux nous rappeler juste le titre de la conférence, s'il te plaît? Alors trouvez le travail de vos rêves sans regarder votre CV de Laura Bernam Fortang. Très bien, mais écoute, moi je suis totalement d'accord avec cette idée. Oh là là, mais le CV, ça veut absolument rien dire. Arrêtez de vous focaliser sur le CV. Mettez plutôt en avant vos expériences, vos talents. On en a tous. On a beaucoup parlé de ces thématiques dans le Manal Show, donc je vous renvoie aux autres épisodes. Mais franchement, honnêtement, le CV, c'est has-been. C'est nul. Faut arrêter. Hein. En tout cas, merci beaucoup Myriam pour cette chronique très intéressante. Évidemment, je vais partager avec vous le lien de la vidéo sur le site lemanalshow.com. Et nous, Myriam, on se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, je vais partager mes 3 meilleurs conseils pour investir beaucoup plus dans de nouvelles expériences et en faire un véritable projet de vie. Conseil numéro 1, achetez moins et vivez plus. Ce principe rejoint un peu le mouvement minimaliste pour lequel j'ai dédié un épisode entier, c'est le numéro 7, et l'idée c'est de se concentrer uniquement sur l'essentiel avec ce fameux mantra « Less is more ». En faisant le tri dans ce que vous possédez déjà, vous allez vous rendre compte de toutes les choses que vous accumulez et qui au final ne vous apportent qu'une petite satisfaction éphémère. Pour moi, ça a été un véritable déclic qui m'a fait prendre conscience que je préférais largement investir mon argent dans des expériences plutôt que dans l'achat du dernier iPhone. C'est scientifiquement prouvé, les biens expérientiels nous apportent beaucoup plus de bonheur durable que les biens matériels, donc ça vaut le coup d'investir dans ce qui nous rend vraiment heureux. Conseil numéro 2, définissez un plan d'action. Après l'idée, on passe à la pratique. Si je prends mon exemple personnel, j'ai toujours souhaité rencontrer des personnes différentes à travers le monde pour découvrir des parcours de vie et en tirer les meilleurs enseignements possibles. Donc, je suis passée à l'action. Réaliser le Manal Show est l'une des plus belles expériences pour moi et cherry on the cake, je peux partager tout ça avec vous. Conseil numéro 3, privilégiez les moments que vous passez avec votre entourage. En général, quand on pense à sa famille ou à ses amis, eh bien on pense d'abord aux bons moments qu'on a passés ensemble. Au lieu d'envoyer un simple texto à votre maman, prenez une petite heure pour aller la voir et partager un moment avec elle. Au lieu d'offrir le dernier objet high-tech à votre enfant, organisez une sortie avec lui et faites en sorte de créer des souvenirs mémorables que vous pourrez partager ensemble pendant longtemps. Si vous n'avez pas les moyens d'organiser un dîner romantique dans un restaurant gastronomique avec votre conjoint, mettez cette idée de côté et lâchez prise. Le plus important, c'est l'expérience que vous allez vivre ensemble, alors organisez une soirée selon vos moyens et mettez vos smartphones de côté pour savourer l'instant présent. Et enfin, j'aimerais finir en vous rappelant l'importance d'apprécier les choses simples de la vie et de profiter à 100% des personnes qui sont avec vous. Je vois très souvent des couples sur les terrasses de café à Paris qui sont assis l'un en face de l'autre, mais qui ne se parlent pas parce qu'ils ont les yeux rivés sur leur smartphone. C'est triste de voir à quel point les objets ont pris le dessus sur nos relations humaines. Ne faites pas cette erreur. Et comme l'a si bien dit Albert Einstein, la connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai trouvé cette thématique passionnante. Et si vous pensez que cela peut intéresser quelqu'un, n'hésitez pas à partager ce podcast avec les personnes de votre entourage.
N'oubliez pas également de me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou un avis positif sur votre plateforme préférée comme Spotify, Stitcher ou Podcast Addict. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission, alors je compte sur vous. Et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode, mes conseils et mes meilleures recommandations, vous n'avez qu'une seule chose à faire, vous abonner à ma newsletter sur lemanalshow.com. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur Facebook et Instagram. Ciao!